Et oui, c'est The Final Countdown, parce que ce soit dans un sens ou dans un autre, on arrive sur le moment fatidique. Donc, bienvenue chez les Tontons Crypto, comme vous le voyez cette fois-ci, sans notre Julien adoré, qui, je le travaille au corps pour qu'il revienne de temps en temps quand même, nous faire un petit coucou. Quoi qu'il en soit, bienvenue, installez-vous confortablement, on va tout vous expliquer. Il y aura 2-3 petites nouveautés, mais en attendant, n'oubliez pas, tu t'arrêtes, tu regardes ton écran, et tu ne bouges plus, tu appuies sur la cloche, tu t'abonnes. Tu sais que nous, les tontons, ça nous aide. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis une petite clochinette, voilà, tout va bien. On va enchaîner très rapidement, on va voir les news de cette semaine, on va les survoler à rien de très palpitant. On va analyser Bitcoin, Ethereum et deux petites cryptos qui sont pas du tout petites, mais ça va être un petit format qu'on va rajouter dans la vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas, si tu veux nous rejoindre, si tu veux trader, et là tu arrives vraiment au bon moment, si on arrive dans la phase de verticalité, ça sera la période la plus rémunératrice. Donc le club des tontons, si tu veux trader, il t'attend. Tu peux aussi rejoindre l'analyse pour avoir des analyses un petit peu plus régulières. Le chat des tontons pour partager, tu verras, c'est sympa. Allez, on attaque tout de suite les news de la semaine. On est dans le vert, rien d'extraordinaire à cela. Bitcoin a bien pumpé, Bitcoin nous fait un petit range. La dominance baisse, on va en parler en seconde partie. Donc, effectivement, les projets en profitent. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare qui est plutôt sain. C'est quand on sent que le marché part dans une phase de rallye, on voit des nouveaux projets qui sortent puisque les développeurs se disent c'est le bon moment plutôt que à la veille d'un bear market. Et vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup de nouveaux projets qui sortent. Allez, on enchaîne rapidement. Au niveau des news, il n'y a rien de très palpitant, si ce n'est on voit de plus en plus d'institutionnels qui ouvrent la porte au retail. Même la Société Générale qui devient la première banque au monde à émettre des stablecoins adossés au dollar sur une blockchain publique. Donc bravo à cela. On voit également un staking record sur Ethereum. Je vous en avais parlé, ce qui faisait la faiblesse d'Ethereum quand ça dévissait, notamment quand Bitcoin a dévissé à 74 000. On a eu des liquidations en cascade parce que c'est effectivement l'asset le plus collatéralisé quand on veut emprunter sur la DeFi. Donc, on mettait nos Ethers en garantie. Le problème avec du levier, quand le Bitcoin s'est pété la gueule, Ether s'est pété la gueule, mais multiplié par ses leviers et par, du coup, son collatéral. Et on voit maintenant l'effet inverse aujourd'hui, Bitcoin qui reprend des couleurs. Donc, du coup, on a envie de re-emprunter. On se re-expose sur la DeFi en stackant ses Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'Ethereum aussi va reperformer à nouveau si, bien sûr, notre Bitcoin suit le plan. Très rapidement, on a cet après-midi l'inflation qui est annoncée à 2,3, à savoir 0,2 en dessous. Alors, pour moi, ça sera de la volatilité, rien d'extraordinaire. Vous savez, on attend toujours que la Fed nous annonce le pivot pour baisser ses taux. Tant qu'on n'y est pas, ça sera que de la volatilité. D'ailleurs, en parlant de baisser les taux, on voit que ni pour le 18 juin, ni pour le 30 juillet, les investisseurs ne misent absolument pas là-dessus. Vous voyez, on a des pourcentages supérieurs à 85% pour les deux. Dans cette configuration-là, il n'y aura pas de surprise à attendre. Vite fait, on en parlait de la dominance, alors je vais vous la placer maintenant. La dominance, vous voyez, on est sur un rising wedge, donc c'est une pattern ascendante. Sa vocation a du coup cassé vers le bas. C'est ce qu'on a eu, on a eu un premier break, on a tenté de le réintégrer, ce n'est pas le cas. Et ce qui est encore de plus satisfaisant, si on zoome, on passe cette fois-ci en 4 heures. Le graphique d'avant, chaque bougie était une semaine en weekly, donc là on est en 4 heures. On voit effectivement qu'on a à nouveau un rising wedge et qu'on est en train également de le breaker vers le bas. Donc, on attend effectivement que cette dominance du Bitcoin baisse. Pourquoi? Parce que la dominance pour les nouveaux, ça veut dire que l'argent qui rentre va massivement dans le Bitcoin et très peu dans l'altcoin. Donc, on aimerait que cette dominance baisse, que les altcoins deviennent plus attractifs et que les investisseurs prennent un petit peu de profit et soient intéressés de le reverser sur les alts ou que les alts deviennent également plus intéressantes. Voilà, vous avez tout compris. On passe maintenant à l'analyse de Bitcoin et de 2-3 cryptos derrière. Fear and Greed Index, on est encore sous l'extrême grid. C'est très bien, l'euphorie. On sent que c'est prêt à prendre, mais ce n'est pas encore le cas. On est vraiment aux portes de l'ATH
et pourtant, on n'est toujours pas en extreme grid. Tant mieux, ce que je vous dis toujours, il faudra se méfier quand on sera en extreme grid, même si on pourra y rester des jours, voire des semaines, quand on sera en période de rallye, la phase E. Vite fait, nos indicateurs favoris, ça c'est le nombre de Bitcoin sur les exchanges, ça continue à baisser. Donc pour l'instant, pas de renversement, les gens ne vendent pas, on ne retrouve pas de Bitcoin sur les exchanges. Le MVRVZ Score, lui, c'est pareil, on est plus proche du vert qui estime qu'il est sous-évalué que le rouge où il estime qu'il est surévalué. Alors on en revient, alors je l'adapte le SOS, vous voyez ici on avait un tracé qui s'arrêtait ici, je l'ai adapté forcément parce que chaque SOS, chaque figure, chaque Wyckoff est différent. D'ailleurs, si vous tapez Wyckoff accumulation ou réaccumulation, vous allez avoir des schémas types d'environ 6 à 8 modèles différents, et des sous-versions à ces modèles. Donc c'est à nous également à s'adapter. Pourquoi The Final Countdown? Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, on arrive vraiment sur la phase de sortie de SOS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne sort pas vers le haut, si on ne refait pas un ATH, ça veut dire qu'on peut ressembler à un début de distribution. C'est effectivement pas ce qu'on souhaite, mais c'est toujours le cas. Une phase de SOS peut s'apparenter à un top de la phase de distribution. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite, c'est évidemment pas ce que les datas nous donnent. C'est pour ça qu'on reste ferme sur notre plan actuellement. Mais je vous le dis quand même pour que vous soyez conscient qu'effectivement, si on part en dégringolade, on peut venir sur une distribution. Pourquoi moi je n'y crois pas? Tout simplement pour les datas qu'on vous a longuement énumérées, notamment sur cette période-là où les institutionnels ont massivement accumulé. Également ici, et pour pouvoir distribuer tout cela avant qu'il ne soit à perte, il faut que le Bitcoin monte et monte bien plus. Je m'explique, ceux qui ont les institutionnels qui veulent prendre leurs bénéfices ne pourront le faire que si ils ont de la marge pour le faire. Un Bitcoin à 120 000, ils commencent à vendre leur Bitcoin, ça va très vite passer en dessous de leur prix d'achat et ils seront donc à perte. Il faut donc qu'ils attirent énormément de monde pour pouvoir distribuer leurs jetons tout en gardant une marge substantielle et surtout une marge anticipée. Alors les fameux retail et le fameux FOMO, où on en est? On m'a posé la question, tonton, normalement ça devrait FOMO. Oui et non. Alors là, on peut effectivement voir des excitations. C'est pas forcément du FOMO. Le vrai FOMO, c'est le FOMO du retail, du touriste, de ton charcutier qui te demande hey, t'as vu le Bitcoin, machin? Ceux-là, ils arrivent toujours sur une période assez marquée, assez ciblée. Et vous savez quoi? Je vais vous la montrer de suite. On va s'aider de Google Trend. Google Trend, c'est simple. Vous tapez Buy Bitcoin et ça vous montre l'intéressement des gens sur le Bitcoin. Alors deux choses. Ça, je me suis rendu compte, je ne l'ai pas assez soulevé sur les vidéos d'avant. On voit effectivement que l'intéressement, ça, c'est le bull run de 2017-18 et ça, c'est le bull run de 2020-2021. On voit effectivement que la demande baisse. Pour moi, ça a du sens et ça va aller encore en s'atténuant. Mais j'y garde un œil vraiment averti sur ce graphique-là parce que quand même, on verra une demande, on verra une petite poussée. Mais effectivement, je ne m'attends plus à voir ce genre de poussée-là. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est maintenant connu de père en fils. C'est quelque chose qui est un petit peu plus ancré, normé. Et on sait aussi que les institutionnels n'ont jamais rendu autant accessible l'exposition au Bitcoin, que ce soit par les ETF ou que ce soit par les banques traditionnelles qui maintenant offrent des portefeuilles de plus en plus exposés au Bitcoin. Donc, la question de où acheter du Bitcoin, forcément, se posera moins. Ce qui est intéressant, on revient sur le pourquoi du comment. Le retail, si on regarde, il arrive sur le bull run de 2017, octobre 2017 et novembre 2017. Je vous le remets, octobre, novembre. Vous voyez, c'est cette poussée-là montre qu'il y a eu un intéressement, montre l'arrivée du retail. Et ici, gardez-le en mémoire, c'est quasiment pareil, c'est novembre, décembre 2020 qu'on voit jusqu'à janvier, qu'on voit vraiment une forte hausse de la demande sur Buy Bitcoin. Donc, je le redis, ici, 2017, c'est octobre-novembre 2017, et ici, c'est novembre-décembre 2020. Si on retourne du coup sur 2017, le octobre-novembre 2017, je voulais entourer en jaune. Vous voyez, donc c'est arrivé vraiment tardivement et ça arrive souvent, typiquement, soit après le premier exit du SOS, donc là c'était en juillet 2017. Ici, il y a eu un énorme retracement, ce qui a fait peur au retail, donc il n'est pas venu. Il aurait pu venir à ce moment-là. D'ailleurs, si je vous le remets,
on le voit qu'il y a une tentative de FOMO ici, mais c'est redescendu, complètement lié à ce retracement-là. Toutes les dates coïncident, je vous invite à vérifier, c'est assez simple. Et donc, on voit que le fameux FOMO est arrivé une fois que les choses étaient claires et évidentes. Le FOMO du retail, l'adoption, arrive du coup quand les feux sont vraiment verts, quand les institutionnels n'essayent plus de freiner le cours, qui essayent au contraire d'attirer le chaland. Et là, on voit effectivement que ça arrive en masse. On regarde vite fait sur l'autre, donc ici sur l'exit SOS après ATH. Donc ici, on a le SOS, on fait l'ATH. Donc là, on part direct en phase E, la phase verticale. Et on se rend compte exactement, là, je voulais entourer en jaune, la fameuse période, si vous vous rappelez bien, de novembre-décembre 2020, pardon. Et on voit qu'effectivement, là, le pump qui a pu attirer le FOMO a été dû uniquement suite à l'exit après l'ATH de novembre 2020. Il faut vraiment que les choses, pour résumer, soient très lisibles, très claires, très excitantes, sans qu'il y ait trop de retracement pour que ils se disent, bon, ben là, c'est bon, on y va, on risque rien. Allez, mamie, donne-moi des sous, je vais faire all-in. Bon, les choses sont claires, vous avez compris. J'accélère rapidement, je ne veux pas vous faire une vidéo longue pour la première fois. Les sous, les stablecoins, on voit que le market cap de l'USDT continue à augmenter. Alors l'USDT, c'est un stablecoin. Quand on veut acheter des cryptos, on est obligé de passer par du stablecoin pour pouvoir acheter de la crypto. Donc quand on voit que le market cap de l'USDT augmente, ça veut dire qu'il y a des liquidités qui rentrent et qu'une grosse partie va aller vraiment pour acheter du Bitcoin et des altcoins. On va revenir vite fait sur ce graphique. Là, on attend effectivement ce setup de continuation. Comme je vous l'avais déjà expliqué, on est toujours dans la course. Ici, ce que j'adore, c'est une Morningstar en weekly. C'est très, très puissant. Donc ça, j'adore. On attend qu'elle soit confirmée, qu'on ait les pumps à venir. Et pareil, dans les indicateurs, là, je vous en présente qu'une partie, mais j'ai pas mal d'indicateurs pour savoir quand on sera réellement sur chauffe, quand il faudra vraiment vendre et retourner sa veste. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et si on regarde en monthly, c'est assez parlant. Alors, quand on regarde en monthly, bon, le graphique a changé, mais c'est pas ça l'important. Vous voyez que le RSI, on est absolument loin de la surchauffe. Ça sera un de mes indicateurs principaux quand on arrivera en surchauffe sur le RSI en monthly, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc là, effectivement, en long terme, je suis encore très confiant. Maintenant, pour le court terme, à quoi on peut s'attendre? Je vous le montre de suite. Pour le court terme, on a plusieurs éléments à tenir en compte. Donc ici, on est en train de travailler. Vous voyez, on est aux portes de l'ATH. On a laissé pas mal de zones de repli. Il n'y a aucun souci si on retourne sur les 106 500, qui est vraiment pour moi un support intéressant. Mais ça me gênerait pas non plus si on va dans les 104 000, autour des 104 000. Si c'est qu'une mèche, on récupère un petit peu de gaz pour remonter plus haut. Pas de souci. Je dis bien, si ici c'est qu'une mèche dans les 104 000, il faut remonter, récupérer rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, réellement, on a des super data. Ça suit son cours. Comme on vous l'a dit sur le club, on a fait un super coup avec cette épaule tête-épaule qui avait été confirmée par les fundings et d'autres indicateurs, puisque je vous conseille toujours de recouper plusieurs indicateurs. Vous voyez, on a pleinement atteint l'objectif. On se régale. Si on regarde en 4 heures, on se rend compte ici que le MACD a envie de partir légèrement à la baisse. Donc, ça peut être une respiration. On peut aussi tracer, vite fait, on peut aussi également tracer quelque chose qui peut ressembler à un triangle ascendant. Et si c'est le cas, c'est super intéressant parce que souvent les triangles ascendants cassent vers le haut et c'est dans le dernier quart. Donc si c'est le dernier quart, ça serait dans 3-4 jours. Voilà, ça c'est pour notre cher Bitcoin. Donc du coup, oui, on est confiant. Oui, si on va là, moi je recharge. Et si on va sur la zone aussi des 104 700, je recharge également. Fort de mes datas que je vous présente à l'époque avec Julien également depuis des semaines, voire des mois. Donc, on est assez satisfait pour l'instant. Et le point important à retenir, ça sera que quand on va casser l'ATH, là, ça sera un vrai signe comme quoi on part réellement en phase E, en phase verticale. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas un rejet pour retester l'exit, le breakout, pas de souci. Prenez sur le breakout, prenez sur le retest du breakout s'il y a un pullback. Mais là, pour moi, les choses seront claires. Le match sera plié.
Par rapport à ces deux zones, on les voit aussi également, elles apparaissent ici, vous voyez en jaune, 106 700 et les 105 500 ici à peu près, ou 104 500. Ça, c'est les zones de liquidité à les récupérer. Bon, vous le savez, sur ces phases maintenant très fortes, très en tendance, je le regarde de moins en moins. On l'a vu déjà au préalable depuis les 74 000 où on a laissé vraiment des zones comme ceci alors qu'il y avait juste une petite pichenette pour y aller les récupérer et pumper. Non, non, on les a laissés. Donc, il faut absolument pas tout miser là-dessus. Vous le savez, recouper les datas. Et on finit la dernière partie avec vite fait, on va... Alors ça, je vous invite à le mettre en commentaire. Si vous voulez que je vous regarde techniquement une crypto, vous la mettez en commentaire. Et celle qui sera le plus citée, je ferai une petite analyse technique. Alors là, on s'est attaché à Solana, où là, on voit que le tracé me plaît énormément, puisqu'en fait, on a vu, ça, on est en weekly. Si on vous tracez le Fibonacci, on voit qu'on est venu récupérer tous les stop-loss qu'on avait laissés ici et surtout être allé en zone de rechargement, la RLZ, la zone où les professionnels rechargent. On en sort. On a testé ici l'arrêt majeur Fibo. On a été rejeté. Pour moi, il paraît assez logique qu'on retourne le tester à nouveau. Alors, avec ou sans léger retracement, pour moi, si on retourne dans les 133, c'est une super zone d'achat et je ne le manquerai pas. Si on n'y va pas, l'objectif reste donc ici les 190 000, ce fameux arrêt majeur Fibonacci, puis celui au-dessus, les 229, pour potentiellement refaire un ATH. On finit avec Link. Link, là, on est, chaque bougie est en 12 heures. C'est là où c'est le plus intéressant. On est sur un broadening descending wedge, donc un wedge qui descend et qui s'écarte. Comme vous le savez, quand ça descend, majoritairement, c'est pour que ça casse à la hausse. On l'a légèrement breaké, mais on l'a déjà fait ici, donc on peut avoir un pullback. C'est ce qui est en train de se produire. Deux choses sont possibles sur ces genres de pullback. Soit on rebondit pour repartir à la hausse, soit on est réintégré et on récupère les fair value gap qu'on a laissé ici pour repartir à la hausse. Voilà, ça c'est quelque chose que je jouerai aussi également. Techniquement, Link me plaît aussi pas mal. Vous avez maintenant tout sur Link, sur Solana, sur Ether, sur Bitcoin. Quoi dire de plus? Et tout ça toujours avec le sourire, toujours sans mon Julien, que j'embrasse fortement. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite et à très bientôt sur Telegram. Bisous à tous. Bonne semaine. Ciao.